Nous sommes ici au bord du Lez et je vous propose de venir avec moi faire une petite visite de la ville de Montpellier. Une visite de Montpellier commence inévitablement par la place de la Comédie et même par la fontaine des Trois Grâces, le point de rendez-vous traditionnel des locaux. Cette grande place, aussi appelée l'œuf à cause de sa forme, est bordée de nombreux bars et glaciers qui ont tous trouvé abri dans des bâtiments haussmanniens du 19e siècle. Au bout de la place, on peut se rendre soit au Polygone, le grand centre commercial du centre-ville à maintes reprises remanié, soit bifurquer vers l'Esplanade. Sur le côté droit des allées, on peut profiter de l'ombre et du plan d'eau du Champ de Mars. Juste à l'arrière du Champ de Mars, on peut observer l'ancienne citadelle construite pour résister aux assauts des protestants et qui est aujourd'hui devenue un lycée. Au bout de l'Esplanade se trouve le Quorum, un palais des congrès qui abrite aussi l'Opéra Berlioz. Les terrasses offrent un joli panorama sur la ville et ses alentours lorsqu'elles sont ouvertes. De l'autre côté de l'Esplanade, on peut visiter le musée Fabre. Ce musée a été installé dans l'hôtel Massilian, un hôtel particulier du XVIIIe siècle. C'est aujourd'hui le plus grand musée d'art français en dehors de Paris. Après ce crochet autour de l'Esplanade, on revient sur la place de la Comédie pour observer l'Opéra Comédie, un grand théâtre à l'italienne de la fin du XIXe siècle de l'architecte Joseph-Marie Gatien-Bernard, un disciple de Garnier. Non loin de là se trouve la gare Saint-Roch, par laquelle on arrive normalement quand on vient à Montpellier en train, sauf si on s'est trompé et qu'on arrive à la gare Sud de France qui est perdue à l'extérieur de la ville. À partir de là, nous allons traverser le centre-ville pour aller voir les différents points d'intérêt. On commencera par la tour de la Babotte, un des derniers vestiges des fortifications de la cité et qui a longtemps abrité un observatoire astronomique. Au pied de cette tour se trouvent les Halles Sac récemment rénovées qui deviennent un lieu branché pour déguster une salade végane sans gluten. Prenons maintenant la très commerçante rue Jean Moulin, puis n'hésitons pas à nous glisser dans quelques hôtels particuliers ou flâner dans les ruelles médiévales très étroites. On arrive à la place Jean Jaurès, un haut lieu de la vie nocturne et alcoolisée qui reste bondé même la journée. Quelques ruelles moyenâgeuses biscornues permettent de découvrir d'étonnants commerces. La place des Martyrs de la Résistance se trouve devant la préfecture et l'hôtel des Postes. C'est la fin brutale d'une perspective urbaine ouverte sous le Second Empire et qui devait relier le jardin du Perron où nous allons aller à l'Esplanade où nous sommes déjà passés. Mais à la mort de Napoléon III, cette ouverture a chu sur cette placette. Non loin de là se trouve l'ancienne église Sainte-Anne qui aujourd'hui est désacralisée et accueille de temps à autre des expositions artistiques.
En haut de la rue Foch, anciennement voie impériale, se trouve le palais de justice dans le plus pur style parisien. Et juste à côté, il y a l'Arc de Triomphe. Cette porte d'apparat symbolisait la puissance de la royauté au XVIIe siècle. L'axe préfecture, rue Foch, Arc de Triomphe se termine sur la promenade du Pérou. Rien à voir avec les Mayas d'Amérique du Sud, le mot vient de la roche en occitan. Au milieu du jardin trône une statue équestre à la gloire de Louis XIV. Cette statue a longtemps été source de polémiques et est même à l'origine d'une légende urbaine locale. Mais regardez bien, ne manque-t-il rien au Roi Soleil ? Au bout du jardin, sur ce qui a longtemps été le point le plus haut de la ville, il y a le château d'eau et le grand bassin. La réserve d'eau était alimentée par l'aqueduc Saint-Clément, que tout le monde appelle ici les arceaux. Cette structure n'est pas romaine, elle a été bâtie au XVIIIe siècle. La Société royale des sciences appela l'ingénieur Henri Pitot de Launay pour qu'il conduise l'eau au cœur de la ville. Celui-ci s'est tout de même inspiré du pont du Gard. Non loin du jardin du Pérou, on peut visiter le jardin des plantes, un havre de paix au cœur de la cité. Fondé par Henri IV au XVIe siècle, c'est le plus vieux jardin botanique de France et un des plus anciens au monde. Face au jardin des plantes se dresse la tour des Pins, le deuxième vestige de l'ancienne enceinte de protection de la ville, après la tour de la Babotte que nous avons déjà croisée. La faculté de médecine de Montpellier, dont l'entrée est gardée par les statuts de deux médecins biologistes, Lapéronie et Barthès, est la plus ancienne faculté de médecine en activité au monde. Les locaux abritent aussi l'étrange collection du musée d'anatomie. Accolée à l'université se trouve la cathédrale Saint-Pierre. L'architecture fortifiée donne à cette cathédrale une allure imposante. Elle présente en effet toutes les caractéristiques habituelles des édifices religieux fortifiés. Des mâchicoulis surmontés de créneaux, un chemin de ronde, un porche massif qui protège l'entrée, formé de deux importants piliers cylindriques et d'une voûte qui les relie à la façade. Nous arrivons maintenant dans une autre partie de la ville, une partie plus récente qui est sortie de terre à la fin du XXe siècle. C'est le quartier Antigone, entièrement pensé par l'architecte catalan Ricardo Bofill. Ce quartier permet de relier le vieux Montpellier aux rives du Lez, et donc à la ville de considérablement s'étendre.
Les rives du Lez semblent maintenant former le nouvel axe de développement de Montpellier qui s'étale en direction de la mer. Les berges ont été aménagées pour essayer de canaliser les colères automnales de ce petit fleuve et une promenade permet de rejoindre les plages à vélo. La dernière extension de la ville est le très controversé pôle Odysseum, un quartier hybride entre zone commerciale et zone de loisirs. Au gigantesque centre commercial à ciel ouvert est juxtaposé le pôle de loisirs avec aquarium, planétarium, cinéma, multiplex, patinoire, restaurant à thème. Enfin, comment visiter Montpellier sans pousser jusqu'aux plages qui se trouvent seulement à une dizaine de kilomètres et qui restent accessibles en tramway ou en vélo. J'espère que cette visite de Montpellier